Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup. Je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute! Bonjour à tous les auditeurs, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Esprit Startup. Je suis aujourd'hui dans un coin magnifique du Jura, à Barésia, un coin qui est au bord du lac de Vouglan. On est dans un chalet tout en bois avec une vue magnifique sur le lac. Il fait extrêmement beau aujourd'hui. Je peux vous dire que je suis extrêmement ravi d'être chez Christian Passera. Bonjour Christian. Bonjour Olivier. Christian, tu vas nous raconter qui tu es et tu vas nous expliquer ton parcours. Tu as été courtier en assurance pendant plusieurs dizaines d'années, on va pouvoir dire comme ça. Aujourd'hui en retraite, mais Christian a énormément de choses à nous partager. Donc on va commencer, si tu le veux bien Christian, par te présenter, si tu peux te présenter et nous expliquer ce qu'a été ton parcours. Ta vie, où tu es né, ce que faisaient tes parents et quel a été ton parcours jusqu'à la création de cette société de courtage. Olivier, je suis ravi de t'accueillir dans ce Jura et ce coin de Vouglan absolument magnifique, mais parler de soi est toujours un petit peu compliqué, mais on va essayer. Je suis né le 28/12/1949 et avec un plaisir fou, je te répète que c'est la fête des Saints Innocents. Mais pour des assureurs, Saint Innocent, je suis d'une famille d'assureurs. Et je suis le seul à avoir été intéressé puisque mes frères étaient experts comptables et médecins. Et donc, je crois que j'avais, sans le savoir, la passion. Car au début, ma vie n'était pas axée sur l'assurance. Je me marie en octobre 75 et je pars à Djibouti pour ma coopération avec la Caisse centrale de coopération économique. Puis, je suis pressenti, après de nombreux contrats civils, puisque j'ai passé 26 mois à Djibouti au lieu de 14 mois, pour la Banque mondiale à Washington. Mais alors, excuse-moi, à Djibouti, tu étais là-bas pour quel type de contrat? Non, j'étais ce qu'on appelle volontaire de l'aide technique et tu faisais ton service militaire en même temps. D'accord. Et pendant 14 mois. Mais en fait, ça se passait remarquablement avec la Caisse centrale de coopération. Et j'ai fait des contrats civils. D'accord. Et après, normalement, j'étais pressenti, et puis avec beaucoup d'humour, je me suis fait piquer la place par un fils de ministre, mais ça, c'est la vie. Donc ça, c'était pour le poste à Washington. Oui, okay. Pour le poste à Washington. Donc là, tu te les fais shipper. Je rentre, oui, tout à fait. Et je rentre en France, et je fais une tentative un petit peu de notariat, parce que j'ai fait droit et Sciences Po, et je vois qu'au bout de 6 mois, il me faut 3-4 ans de plus encore pour passer des examens, et j'étais marié, je voulais faire un enfant et je voulais gagner ma vie. Et à ce moment-là, mon père me fait signe qu'il y a une affaire d'assurance à reprendre à Lons-le-Saunier et j'y vais. D'accord. Et j'y vais pas très motivé. D'accord. Et c'est là où je pense que maintenant que je suis d'un âge très jeune dans la tête, très très jeune, j'ai 30 ans, mais le corps pas tout à fait. Et donc je me suis rendu compte que en fait, on ne sait pas toujours ce pourquoi l'on est fait. Pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite. Alors, juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens, où tu es né, là où tu as vécu et ce que faisaient tes parents? Excuse-moi, on fait un petit retour en arrière. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est intéressant pour la suite. Mais je suis un enfant de Louhans et alors Louhans en Saône-et-Loire. Louhans en Saône-et-Loire et mon père était assureur et je m'étais juré grand Dieu de ne jamais l'être. Amusant.
Oui. Et je crois que ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est de se dire qu'il y a des paris fous, puisque tout le monde de la profession était très étonné que je rachète une petite affaire de rien du tout à Lons-le-Saunier, qui avait 6-7 000 euros de commission, l'équivalent, ce qui est pas beaucoup, et très peu. Et j'ai embauché immédiatement une secrétaire qui coûtait 7 500, et j'avais pas de choix au bout d'un an de faire double ou triple, sinon je mettais la clé sous la porte. Ouais. Alors c'est très motivant. Et je crois que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu l'objet, Olivier, de tes interviews, c'est de prendre des vies, des carrières et de voir le plus, le moins. Et moi, je pense que j'ai accepté cette interview surtout dans un esprit de transmission. Quoi qu'on fasse, qu'on soit expert comptable, qu'on soit assureur, qu'on soit notaire, qu'on soit une profession indépendante, ça appelle quand même beaucoup de qualité d'organisation de soi-même, c'est-à-dire être structuré, de pouvoir être capable à la fois de faire du commercial, de la gestion, de l'organisation, du management de personnel, etc. Donc toi, tu te sentais cette âme-là quand je pense que oui. Ouais. Je pense que j'en avais envie, en tout cas. Et donc ça, on est dans les années. On est dans les années 79-80. Donc tu as 30 ans. 30 ans. Ouais, 30 ans. 30 ans, 31 ans. Et à ce moment-là, une autre envie, c'est que j'ai envie d'être papa. Et en même temps, puisque je suis père de 2 enfants que j'aime beaucoup, Romain est mon fils et Claire ma fille. Mais tous les deux ont goûté du métier et Claire y est encore. Romain a fait un choix de devenir coach et je trouve que ça lui va très bien. Moi aussi, je connais Romain et je peux lui dire que c'est... Et je pense que d'avoir passé 10 ans dans l'assurance lui va très bien aussi. Il réussissait très bien. Mais cette époque est extraordinaire parce que ils se remettent en cause. Moi, je suis fatigué d'entendre sur nos jeunes des critiques qui ne correspondent pas à la réalité, à la vérité économique. Actuellement, ils se remettent en cause, ils refont d'autres métiers et aussi ils apprennent à gérer l'échec. Oui. Il y a des échecs. Puis après, une fois, 2 fois, et la 3e fois, parfois, c'est des réussites exceptionnelles. Alors, moi, je pense que on a tous nos chances. Ouais. C'est un problème de volonté. L'entrepreneuriat, c'est vouloir faire quelque chose par soi-même, et je crois surtout une très grande envie d'indépendance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas un sous-chef, des chefs, toute une organisation. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai oublié de te dire que j'avais été inspecteur de compagnie pendant 1 an, avant de partir à Djibouti. J'avais fait une croix là-dessus aussi, parce que c'était dans une soumission compagnie, oui, qui explique d'ailleurs tout le reste de ma carrière en courtage pur et dur. D'accord. Donc si on reprend le fil de ton parcours, tu pars à Djibouti, tu fais 2 ans à peu près à Djibouti, et ensuite, déçu de pas aller à Washington. Mais Olivier, vous êtes un vieux monsieur. Vous êtes un vieux monsieur, je suis un jeune homme. Je ne suis pas déçu. Je suis pris par un réseau qui m'empêche d'y aller. Mais après, il faut se redresser, il faut vivre. Il faut vivre. Et j'ai une soif de vie, moi, alors pas de problème. Mais le vrai sujet, c'est de dire comment on réussit une carrière d'indépendant. Qu'est-ce que la réussite? Il y a des gens qui ont beaucoup de vénalité, qui veulent beaucoup d'argent. C'était pas mon cas. Moi, je voulais vivre confortablement, n'avoir aucun souci de facture. Si les auditeurs m'entendent, ils savent ce que c'est que les soucis de facture. Être libéré déjà de cela parce qu'on réussit quand même suffisamment dans son métier, c'est magnifique. Alors après, le reste, c'est une carrière et il y a à la fois des parties d'échec et des parties de réussite. Bon, ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est que le monde de l'assurance est méconnu. Nous sommes la première force économique de France. La première.
D'accord. La banque derrière, la banque avec, puisque les compagnies sont la propriété des banquiers. Enfin, c'est donc la finance quelque part qui exploite un certain nombre de gens qui sont des salariés de compagnie ou des courtiers ou des agents généraux. La différence d'un courtier spécialisé en industrie et grande distribution, c'est qu'il exploite le marché des compagnies d'assurance sur Paris et Lyon pour placer ses clients. C'est-à-dire qu'il fait un cahier des charges, il met au point avec ses clients des contrats spécifiques, c'est du sur-mesure, c'est de la dentelle. D'accord. Mais par contre, la grande différence, elle est là. L'agent exclusif, il est mandaté par une compagnie. Il ne peut représenter que cette compagnie. Exceptionnellement, il peut faire un petit peu de courtage, mais dans une tolérance d'à peine 10%. Et donc, c'est un autre monde. Et il applique quand même les consignes de sa compagnie. Donc, moi, ce que j'ai aimé dans ce métier, c'est la triangulaire, compagnie, cabinet de courtage et client. Donc si je résume, Christian, tu me coupes si jamais je me trompe. J'ai bien peur de le faire rapidement. Donc si je reprends 2 métiers particuliers à l'assurance, le courtier et l'agent. L'agent est plutôt maqué avec une seule compagnie. Le courtier, lui, il va chercher des compagnies qui vont répondre à un certain nombre de contrats. J'ai beaucoup d'admiration pour mes camarades agents parce que ils sont obligés, avec beaucoup de psychologie, de faire céder leur propre et unique compagnie. C'est compliqué quand même pour eux et ils ont aussi des clients fidèles qui acceptent une certaine tolérance et de pas toujours tout avoir en garantie, etc. Mais ce que je pense, c'est de comprendre que la grande difficulté de ce métier, c'est d'en faire la synthèse. Et même pour nos auditeurs, l'approche, que ce soit pour une multirisque habitation, une auto, etc. Moi, c'était pas mon vrai métier. J'étais essentiellement dans l'industrie de la grande distribution. Je montais des programmes. Je me suis occupé de l'assurance du résidu du pétrole à Berre-et-Fos. Je me suis occupé de grands moulins. J'avais des contrats de 28 moulins d'un très grand groupe extrêmement connu que je ne citerai pas. Et dans le monde de l'article de sport et vêtements, beaucoup de mes camarades vont se reconnaître et confrères. J'étais un des grands spécialistes sur les problèmes des magasins de vente d'articles de sport et vêtements. D'accord. Alors, donc, surtout grande distribution et industrie. Et là, il faut faire de la dentelle. Et il faut passer dans toutes les portes des compagnies, que ce soit AXA, Groupama, Generali, tous les noms que vous connaissez, Allianz, etc. Et il faut des mandats, il faut des mandats, il faut des codes, etc. C'est donc pas facile à faire. Oui, c'est-à-dire que la difficulté de vous, public, c'est que il y a des gens qui sont installés, petits courtiers de province, où là on sait pas bien exactement où ils sont. Mais nous, dans le monde des 2500 courtiers, on est 200 ou 300 à être très connus dans le monde industrie et grande distrib. Voilà, ça se passait entre nous. Oui. Alors comment tu montes cette société? Donc tu nous dis que à 30 ans tu te lances. Oh mon pauvre ami, en plein feeling. Ah oui. En plein feeling. Donc juriste à la base. Je suis juriste. Isabelle, ma femme, est juriste à la base, et je rachète ce petit cabinet. Et je dis, j'y reste. Au moins, je tente 5 ans. D'accord. Donc tu t'es mis un objectif à 5 ans. Paris. Okay. Ce pari, je le referai pas maintenant parce que je pense qu'il faut partir un peu plus haut. Mais bon, j'aurais gagné un peu plus de temps. Mais c'est-à-dire plus haut, c'est-à-dire d'un cabinet d'acheter plus cher. Car en fait, d'une façon assez surprenante, plus c'est important, plus c'est relativement facile à rembourser. Alors c'est pour nos jeunes que je veux parler. C'est que il faut oser. Oui. Moi, à l'époque, j'osais pas. Je partais pas de haut, de peur de tomber de haut. D'accord. Ce qui est un réflexe naturel. C'est un réflexe naturel, mais c'est parfois une sottise. D'accord. Il faut une réflexion. Et c'est là où nous, notre génération, a un rôle fondamental de transmission à jouer. Oui. Je ne supporte plus qu'on me dise oui, mais vous aviez de l'argent pour monter une boîte, etc. Mais c'est ridicule. Oui, t'es parti. Les plus belles réussites que je connaisse. Dans le Jura, on vient de perdre un homme merveilleux qui a 94 ans, qui s'appelait Jean Ferrier. Tous les vieux jurassiens le connaissent.
Hein, ses cousins, c'est lui qui a monté la destruction du pétrole à Berre. C'est pour ça que j'ai suivi pendant 30 ans. Et ainsi de suite. C'était un de mes parrains d'affaires, comme beaucoup de gens ont dans le Jura, par Made in Jura, ou par autres associations, etc. Un peu des parrainages intellectuels, alors, de réflexion sur le monde actuel. Juste pour nos auditeurs, le réseau Made in Jura, c'est un réseau d'entrepreneurs économiques et voilà, donc c'est pour ça que Christian fait cette allusion aux parrains, parce que quand on a un réseau d'entrepreneurs et qu'on en fait partie, souvent il y a des gens à qui on s'attache, des gens vers qui on se rapproche et qui deviennent des mentors. Mais c'est très important. Parce que moi, aussi, dans ma carrière, mes souvenirs de carrière les plus chaleureux et plus intéressants, c'est d'avoir été parrainé. Et tenez-vous bien, le plus beau, un des beaux souvenirs d'un très grand groupe, c'est que mon premier contrat à 30 ans, je faisais tout par moi-même, j'ai 34 ans après, un ancien directeur général m'a dit: Christian, quand je vous ai accueilli, j'ai vu cette foi en vous, j'ai vu cette volonté d'entreprendre et de réussir. Et c'est pour ça que je vous ai tendu la main. Et je vous ai fait rentrer dans une première étude et de vous dire, ça vaudrait le coup d'essayer de voir si vous pouvez me monter un programme et de faire quelque chose, car j'apporterai aux sociétaires un plus, moi central, de les libérer d'un monde qu'ils ne maîtrisent pas, et moi non plus. C'est celui de l'assurance. Ouais. Et ça, c'est un de nos très grands problèmes dans nos relations avec PMI, PME. Les chefs d'entreprise sont des gens d'une compétence fantastique. Ils savent énormément de choses. Mais là, ils sont mal à l'aise. Avec la banque aussi, à mon avis, ils sont pas toujours très à l'aise. Alors, ils aiment faire du commerce, ils aiment gérer, ils aiment aussi lutter contre le fiscal outrancier. Mais à un moment donné ou à un autre, l'assurance leur pose problème. C'est un métier complexe. C'est un métier complexe et surtout, c'est un métier beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air. Oui, au départ, on se dit on signe juste un contrat. J'ai une anecdote à vous raconter. Je suis dans un dîner parisien de très haut niveau. Et à un moment donné, je pense qu'avec mon côté littéraire, je lis 3 bouquins par semaine, j'avais une très jolie femme qui était assez sensible à mon charme. Et à ce moment-là, elle me dit: quel métier vous faites? Assureur. Elle m'a pu parler. Ah oui, à la bête noire. Non mais c'est grave. Je pose le problème. Je pose le problème sincèrement. Je pense que la vieille expression « il n'y a pas de saut métier, il y a des sautes gens » est fondamentale. C'est un très très beau métier. C'est un métier qui appelle psychologie, technologie, commercial, gestionnaire, manager. Pas mal. Alors il y a du. C'est déjà un beau panel. Mais oui, et à ce moment-là, ce qui est passionnant, c'est que quand on arrive à voir dans les yeux d'un chef d'entreprise, vous êtes mon homme de confiance, ne me décevez jamais. Je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Eh bien, quand j'ai vendu, ils avaient tous à peu près au portefeuille entre 25, 20 ans, etc., et 35 ou 40, ou des nouveaux, fait quelques années. Mais une fidélité exceptionnelle. Je crois que c'est important ce que tu dis là, Christian, notamment dans l'entrepreneuriat et après, pour que ça dure, c'est cette posture. C'est que finalement, on est là en tant qu'entrepreneur avec des opportunités saisies, avec un dynamisme, avec une positivité, avoir envie peut-être de résoudre les problèmes plutôt que les subir, et derrière surtout la confiance avec ses clients. Là, c'est là où toi, en tant qu'assureur, tu es obligé, enfin pas obligé, mais c'est une nature, si les gens ont confiance en toi, oui, tu les gardes dans ton portefeuille. Ah ben tout à fait. Y a aucun souci là-dessus. Si les gens ont confiance, y a aucun problème. Mais la confiance, il faut pas qu'elle devienne défiance. Il y a un moment donné, il faut aussi expliquer les choses.
Il faut que le PDG, le directeur général, le directeur des ressources humaines, etc. Là, je parle pour les complémentaires, les DAF, etc. comprennent très vite que on est partenaire. Moi, j'ai eu une position de partenariat permanente. J'étais à la disposition en permanence. Je considère que la prestation de service, c'est une vraie prestation. Je suis désolé de le dire, actuellement, il y a une tendance à la facturation. Oui. Et non pas à la prestation. C'est très grave. Ouais. On prend de l'argent, on donne quoi en échange? Or, le vrai conseil, c'est un suivi permanent et c'est une capacité de répondre et aussi de transmettre le savoir. Dans le fameux groupe de artistes de sport et vêtements, il faut savoir que j'étais capable de faire des cours de formation sur l'assurance, synthétisés, pour ne pas être saoulant à des responsables ou directeurs ou propriétaires de magasins, pour qu'ils comprennent les grandes notions de l'assurance. Car en fait, vous, clients, vous êtes quand même heureux d'avoir un homme qui vous dise, mais attendez, on complique pas la chose. Vous avez un magasin assuré, c'est l'incendie, la perte d'exploitation, dégâts des eaux, etc. C'est un classicisme pas possible. Boum, 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 boum. Bon, mais les compagnies peuvent dire, ah, là, je paye pas parce que vous n'avez pas les préventions qui étaient acquises, etc. Donc c'est quand même au courtier de faire, non pas un suivi vu de loin et par téléphone et par, à mon époque, dans les débuts, par fax, oui, qui est devenu Internet. Alors je suis un peu un illettré numérique, mais je fais un peu, mais pas beaucoup, parce que je suis littéraire, ça m'ennuie, etc. Puis j'ai pas envie que ça soit tout diffusé de partout. Mais le principe qui était intéressant, c'est de voir quand on intéresse les gens, même sur un sujet qui n'est pas leur tasse de thé, c'est de les intégrer, c'est-à-dire de leur parler leur langage. Le langage très technique où on se cache en tant qu'assureur, je l'ai jamais fait. J'ai toujours vulgarisé toutes les décisions, toute la façon de montage des clauses qui est très juridique, très juridique. Il faut faire très très attention. Une virgule peut changer les choses. Ouais. Alors, quand tu parles de clauses, ce sont de clauses industrielles. Oui, c'est-à-dire il faut savoir qu'on ne peut pas, par exemple, assurer l'atome, le nucléaire et des choses comme ça. Mais moi, il y a 10 cas de figure qu'on excluait, puis le reste, on prenait. On part du principe que moi, c'était dans ma théorie et vendue dans les compagnies, c'est de dire, vous n'avez même plus à savoir, dans ma sélection de clients, oui, mes choix sont sains. Ce sont des vrais chefs d'entreprise avec des vrais résultats qui travaillent. Ils auront des difficultés passagères, etc. Mais au moins, ils sont sains. Donc, je ne veux pas de clause de sauvegarde bidon qui vous permettent de vous sauver dès qu'il y a un sinistre. Voilà. D'accord. Donc c'est clair. Alors, je mettais je faisais sauter ce qu'on appelait des clauses de sauvegarde. Voilà. Ok, donc les clauses de sauvegarde, c'est toutes celles qui excluent... qui poussent quand même à être frontalier au moment d'un sinistre et pousser une compagnie à dire « mais là, je peux pas payer complètement, je suis obligé de faire un abattement, je suis obligé d'enlever 10%, 20%, 30%. » Vous avez énormément d'auditeurs qui ont été déçus par l'assurance parce que au moment où ils tendaient la main en disant « ça brûle », etc., où on prouve qu'ils sont criminels et puis c'est bon, ou alors au contraire on les règle rubichon. Voilà. Ouais. C'était ma théorie. C'est que le traumatisme déjà de l'incident doit pas être tout à fait. De nouveau un autre traumatisme au moment du paiement de sa prime. Non, on appelle ça pas une prime d'ailleurs. Non, jamais. Voilà l'erreur. Une indemnité est une indemnité. Une prime, c'est ce que paye le client. Ouais, ok. Donc l'indemnité suite au sinistre. Olivier, je pourrais rentrer dans des détails pas possibles. On mettait des 10% forfaitaires pour arranger les angles dans un sinistre incendie, c'est-à-dire sans justificatif. 10%, boum. Ouais. En plus. Mais il faut faire ça avec des gens sains. Et là, parce que toujours dans un sinistre, il y a des choses qu'on n'a pas toujours tout prévu. Ouais. C'est ça l'assurance, c'est un aléa. Ça serait grave si on prévoyait.
Mais c'est ce qu'on nous promet. Est-ce que tu as compris? Oui, c'est ce qu'on nous grave. promet. C'est ce qu'on nous promet. Mais oui. Mais effectivement, des fois. Mais pour aider les auditeurs et les jeunes à comprendre le monde de l'assurance, il faut comprendre que c'est une puissance économique quand même, hein, oui. Très forte. Et en même temps, on est là pour sauvegarder leurs intérêts, sous réserve d'avoir des prestataires qui ont cette volonté d'apporter un véritable service au moment grave qu'est le sinistre. Moi, c'était ma passion. En fait, les gens étaient étonnés. J'étais plus passionné par la gestion sinistre que faire du commerce pour du commerce. Ça étonnait. Mais il n'empêche que dès sinistres, je réussissais énormément de dossiers parallèles parce que j'avais une réputation de servir mes clients énormément. Ouais. Voilà. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est que finalement le métier de l'assurance se rapproche plus de la gestion de sinistres. Enfin, c'est plus passionnant. Que dans le commerce pur. Ou là, si on tombe dans ce commerce pur-là... Tout à fait. Donc, à partir du moment où il y a, à mon avis, une grande question moderne qui est en train de se passer, si on n'a pas des budgets, si on n'a pas des moyens, on peut difficilement apporter une gestion pointue et de connaisseurs. Il faut quand même des déplacements. Moi, je faisais dans la centrale d'achat, j'y allais une fois par mois. C'était à 500 km. Donc, il faut avoir des moyens quand même quelque part. Il faut des budgets. Et ça, pour nos jeunes entrepreneurs, toutes les vieux styles, il n'y a pas de petits clients, etc. Si, il y a des petits clients puis des gros. Mais un petit client peut devenir un gros. C'est ça. Alors, je vais leur dire, si j'ai un très beau souvenir de mon passé et de ma carrière, ce que j'ai aimé, moi, c'est la psychologie. Parce que, en fait, ce qui est passionnant, c'est d'abord les rencontres. Quand vous interrogez un homme politique, il vous dit, la beauté de ce métier, c'est les rencontres. Ah oui. Alors, on rencontre des chefs d'entreprise exceptionnels, des inventeurs, moi des brevets, des choses exceptionnelles. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi mon adaptation à ces gens-là et le plaisir de travailler pour eux avec une certaine fierté. Moi, je pense que dans la vie, il faut non seulement du cran, du courage, de la volonté, mais aussi être fier de ce qu'on fait. Être fier de dire, vous êtes en train de dire du mal de l'assurance, mais vous savez, c'est pas un plus vilain métier que le notariat ou avocat. Hein. Moi, je suis l'avocat de mes clients tous les jours. Tous les jours. Oui, c'est ce que tu veux dire par là, c'est que si tu n'as pas la foi en tant qu'assureur, assureur ou autre chose, mais effectivement, n'importe quel métier. Ce qui est passionnant, c'est de rencontrer les gens, c'est de connaître leurs histoires, c'est d'essayer de les aider sur le service que tu peux leur rendre. Écoute, Olivier, je suis convaincu que ça ne pourra pas durer. Là, je suis très sérieux. Je suis très sérieux, ça pourra pas durer. Les prestataires de services qui ne font plus la prestation, ça va pas. C'est-à-dire qu'il y a un suivi d'expertise comptable ou d'assurance ou de notariat ou de ce que tu veux. Il y a une nécessité forte. Je dis, il y a beaucoup de gens qui le font. Hein, faut pas exagérer. Mais il y a une nécessité forte de suivi. Et surtout, le grand danger, moi, par rapport à mon métier, c'est très clair. L'informatique, pour moi, c'était mon ennemi, puisque tu coches des cases et tu ne peux pas en sortir. Or, je faisais de la dentelle. Il fallait que j'en sorte. J'étais obligé d'inventer des intercalaires non informatiques pour les glisser dans des pièces informatiques. D'accord. Et je l'ai fait. Ouais. Et pour le faire valider. C'était contresigné par les compagnies, etc. C'est complètement dingue quand tu réfléchis bien. Et là, il y a un moment donné, on est dans un monde de déshumanisation qui va rappeler, à un moment donné à un autre, l'humain. Oui. C'est pas possible. Là-dessus, je suis assez d'accord. Mais c'est pas possible. Puisque, bon, dans mon autre activité de marketeur digital, on se rend compte que le digital, justement, l'informatique, le digital, oblige les entreprises à se recentrer sur le client et à remettre de l'humain là où c'est possible. Mais avec beaucoup de sourire et compte tenu de mon âge...
Les EHPAD sont un magnifique sujet. Actuellement, les infirmières se plaignent de ne pas avoir le temps nécessaire pour même caresser la main de la mamie installée dans l'EHPAD. Et ça, c'est grave. On est peut-être en train de connaître un nouveau tournant grâce à nos enfants et petits-enfants. Soirée planète, soirée pour expliquer qu'il faut remettre de l'humain, mais il faut pas seulement le dire, il faut le faire. Et si ma propre expérience, elle est la suivante. J'ai envie de dire à tous les jeunes entrepreneurs, n'ayez pas peur de ne pas avoir d'argent. J'en avais pas. Tout le monde a cru que j'en avais, mais j'en avais pas. Et ce qui est amusant, c'est pas d'argent, mais quand il y a une volonté délibérée de vouloir monter quelque chose. Et Olivier en sait quelque chose. Tu le sais. Eh bien, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de volontariat. Il y a par contre des privations sur les loisirs, sur quand on doit travailler un samedi dimanche, il faut travailler un samedi dimanche. Il y a pas de choix. Il faut cette volonté délibérée et en plus une envie de réussite, c'est-à-dire une envie vraiment de plaisir, de réussite. Et ça apporte une satisfaction personnelle qu'on effectivement ne trouve pas dans le salariat. Mais je l'ai connu aussi, le salariat. Tout n'est pas moche. Hein. Non, mais tout n'est pas moche. Ça apporte une certaine sécurité, encore que. Oui. Mais c'est vrai que... Bon, je suis porté par les chefs. Non, mais c'est un autre sujet. Oui, mais alors, tu supportes pas les chefs, mais tu sais que quand on crée une entreprise, on a forcément des chefs. Tout à fait. En tout cas, on n'en a pas qu'un. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je vais te dire, j'avais des milliers de chefs. Oui, c'est ça. Il y avait des milliers de chefs parce que ce que les jeunes entrepreneurs comprennent pas, c'est que le client est un peu, pas tout à fait roi, c'est pas vrai. Mais et c'est le donneur d'ordre. C'est celui qui va payer, c'est celui qui attend une prestation. À vous de la mettre belle pour qu'il ait une certaine satisfaction. Et vous avez une idée, moi dans le métier que je faisais, c'était du récurrent annuel. Et s'il n'y avait pas eu de 6-10, j'ai payé pour rien. Ouais. Ah ben évidemment. Ouais. Donc c'est pas palpable, c'est une prestation. Et ça dépend d'un aléa, un éventuel sinistre. Et là, difficile à vendre. Difficile à vendre et difficile à gérer. Parce difficile à gérer. Si tu fais des mauvais contrats, enfin en tout cas, dans ton sens, si tu fais des contrats sur des... C'est ce que tu as très bien compris, Olivier. Je partais du raisonnement qu'on pouvait passer 5 ans, 6 ans, 7 ans avant encaisser des sommes, mais pas possible. Ouais. Parce que quand tu es en industrie, grande distribution, ça coûte 50 000 euros, 100 000, 200 000, 300 000. Par an. Ah ben même plus. Ouais. Je connais. Et là, il s'est rien passé. Le jour où il se passe quelque chose, il vaut mieux être là. Oui. Ça serait dramatique autrement. C'est comme ça que je concevais mon métier. Ce qui veut dire que pour le business, le métier de l'assurance est un métier relativement, je dis bien relativement sûr, dans le sens où plus tu as de contrats, plus tu fais du récurrent et plus tu as de rentrées d'argent régulières. Sauf qu'à un moment, s'il y a un gros sinistre, là tu payes. Ah oui, non mais attends, tu payes si tu es un bon courtier et si tu as fait un bon dossier. Oui. Eh oui. Alors c'est un peu aux auditeurs de leur dire que ça vaut le coup qu'ils fassent une nouvelle approche pour les PMI, PME, d'avoir une vision globale de ce qui est important et ce qui ne l'est pas. On est dans un pays qui est encore très touché par les franchises de leur voiture, à 300 euros, 400 euros, on est capable de faire n'importe quoi dans une PMI, PME. C'est pas normal, quoi. Je veux dire, on s'en fout des 400 euros, 300 euros sur une voiture de sa poche. Entendons-nous, je comprends très bien que des gens simples me disent Christian, vous poussez un peu, 400 euros, c'est beaucoup. Mais c'est pas dramatique. Tandis que mal assurer une PMI, PME, c'est grave. Oui. Ça, c'est ma position.
on peut pas, dans cette interview, partir sur tout le domaine de l'assurance, de l'incendie, de la perte d'exploitation, du vol, des dégâts des eaux, etc. Le sujet est trop vaste. J'ai connu des suites à jet, même dans des centres commerciaux, des éclatements de sprinklers, etc. Il y en avait pour 3,5 millions d'euros. J'ai connu des sinistres à 25 millions d'euros, 40 millions d'euros. Bon, mais des gros trucs qu'on a gérés magnifiquement. Car c'était conçu avant de très bonne qualité. Oui, c'est ça. J'allais te dire comment c'est fait, mais c'est que en fait au départ, c'est une réflexion globale et une maîtrise de son métier. Moi, je pense que je suis comparable avec un artisan et un maçon qui fait bien son travail et l'autre qui le fait pas. Ouais. C'est dans la même stratégie. C'est celui qui dit je veux bien être payé tant, mais je vous fais un beau boulot. C'est ça. C'est le même. Je construis le contrat. C'est le même esprit. Mais je crois que c'est valable pour tout métier. C'est ce que je veux que nos jeunes comprennent dans la tête. On doit être sérieux. C'est le sérieux, la compétence, la connaissance, et on apprend tous les jours. Moi, tu me demandais une anecdote. J'ai découvert une nouvelle clause à 65 ans. Ah, voilà. Raconte-nous. À 65 ans, j'ai trouvé une nouvelle souci. Eh bien, ça va te faire rire, c'est la cybernétique. Eh ben oui, c'était pas ma génération. Et j'ai dit, oh putain, il va falloir prévoir maintenant dans tous les contrats de la cybernétique, de la fraude cybernétique, du machin cybernétique, etc. Et j'ai lancé sur tous les cabinets le bordel cybernétique. Pardon, j'ai dit un gros mot. Non, et voilà. Donc, ouais. On apprend tout âge. Et je crois que la beauté de la vie, c'est ça. C'est on apprend. Mais surtout, je pense que il faut qu'on perde en France cette peur de l'entrepreneuriat. On ne gagne pas, on gagne parfois moins bien qu'un haut salaire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même s'affronter, sa personnalité, son caractère, et surtout en tirer si je parlais de la beauté de la vie, c'est quand même que j'ai appris à m'adapter à mes clients, ce qui est extraordinaire. En psychologie, on m'a dit un jour, vous êtes un caméléon. J'aime pas du tout le mot. Pas du tout. C'est pas être caméléon, c'est être adaptable. La souplesse, de pas être psychorigide, ne pas être en fixation, et essayer de comprendre l'autre. Et moi, j'arrivais très souvent dans des grands bureaux sénatoriaux et des trucs mais pas possible, au 15e étage de la tour Montparnasse, et je leur disais, mais arrêtez, l'assurance c'est vachement simple, monsieur le président. Oh, on m'a dit, je suis pas de votre avis. Ben si, vous allez voir. Et on partait déjeuner, il avait le sourire. Pourquoi? Parce qu'il avait pris, en lui expliquant avec clarté. Et il me disait très souvent que les directeurs de ressources humaines, ils disaient que c'était très agréable parce que j'étais un esprit de synthèse et que j'étais schématique, que je compliquais pas ce monde qui est pas le vôtre, Moi, je l'ai compris depuis longtemps. Mais pour donner confiance, il faut que vous compreniez quand même un minima. Donc il faut pouvoir se mettre à la hauteur des gens, des autres, de leurs connaissances et de leur parler leur langage n'est pas le vôtre. Oui. Ça m'amusait parce que je sortais puis j'allais dans les compagnies et je partais de langage technique pur, assurance complet, où on se comprenait en 3 secondes en technologie. C'était rigolo parce que je leur disais, je sors d'un PDG, je parle pas comme ça. Hein. D'où l'importance quand même de la transmission. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'être en capacité de pouvoir transmettre quand on est un chef d'entreprise, quand on est un commerçant, quand on est un artisan, de pouvoir se mettre à la hauteur du client. Tout à fait. Et de pouvoir lui transmettre tout à minima. Fait. Et de lui dire, moi, votre problème, il est là. Voilà ce que vous devez protéger. Il y a à la fois les biens et les personnes. Les biens, c'est votre bâtiment, c'est votre matériel, c'est etc. Alors à échelle X, X+, X2, voilà. Mais par contre, les personnes aussi, les complémentaires maladies, mais en fait, tout le monde se fâche sur la complémentaire maladie. Moi, j'ai envie de sourire parce que la Sécu rembourse beaucoup de choses à 100%. Hein. On est sur les lunettes et sur les dentistes. Hein. Alors moi, quand je parle comme ça, tout le monde me dit « t'es d'un gonflé sans nom ». Ben oui, je suis d'un gonflé sans nom. Vous faites quoi pour la prévoyance?
Vous venez de perdre votre mari, vous avez 0 €. Oui. Faites quoi? Et ça coûte tellement moins cher. Et là, je dis, qu'est-ce qui est important? L'assurance, c'est le gros risque. C'est ça. Entre payer 100 € une paire de lunettes tous les 2 ans et la prévoyance qui risque de nous mettre dans Olivier. Tout compris. Et on a perdu cette vigilance, c'est d'aller à l'essentiel et à l'important. Ça, c'est important. Comment tu nous disais que tu apprends tous les jours et que tu as appris jusqu'à 65 ans des clauses. Oui. Comment tu fais pendant toutes ces années pour apprendre, pour te mettre au niveau, pour toujours être affûté? J'étais un très mauvais élève parce que j'avais même sur ma tête, je payais pour pas y aller. Des plans de formation et des choses comme ça, mais pas pour mes collaborateurs, hein, j'en voyais. Mais moi, j'y allais pas parce que j'en avais fait un ou deux, puis je me suis dit, si pour nous raconter des trucs que j'ai déjà fait il y a 20 ans, ça commençait à m'intéresser pas du tout. Puis après, je me suis énormément formé. Moi, je trouve que c'est dans l'échange et les dossiers compliqués que je trouvais ma formation la plus importante. C'est-à-dire que j'étais bien obligé d'aller plus loin et de dire et si on pouvait. Alors, Olivier, un de mes grands souvenirs de création, c'est j'ai été l'inventeur d'un contrat qui a été validé par les compagnies de poids de ski et de vol et de poids de ski dans les stations. Chaque fois que tu louais chez un de nos sociétaires, on te proposait pour 5 € la semaine, si tu ramenais les skis pétés, tu avais plus de skis, à part les voler toi-même, on a eu cas quand même. Ah oui. Un instituteur qui est parti avec 4 paires de skis sur la voiture qu'on a arrêté. Oui, ça existe aussi. Hein. Oui. On a tous dans ce bas monde. Il y a des malhonnêtes partout. Et il y a des malhonnêtes partout. Et donc, le souvenir inoubliable, c'est d'abord, pour moi, c'était créateur. J'avais monté ça avec un brillant directeur général du groupe, brillant, qui a été 14 ans. Il était exceptionnel, c'est lui qui m'a fait rentrer, c'est lui qui m'a fait grandir intellectuellement. Il a fait beaucoup de choses. Et je lui dois beaucoup dans le sens, je crois qu'il me doit aussi, hein, je suis pas son vassal, mais d'abord c'était une conquête que j'ai faite, et puis deux au départ, et puis après il y a eu partenariat. Et ça c'est très rare. Partenariat complet. Et on en est à 34 ans. Et avec 11 directeurs généraux qui ont changé. Ce qui est pour un jeune entrepreneur, c'est se dire, je recommence 11 fois. 11 fois. Faut de la volonté, et dans ces moments exceptionnels, oui, nous avons mis au point et créé. Et c'est une belle expérience qu'il faut qu'un jeune entrepreneur entende. Il a fonctionné 10 ans et il y a eu une évolution juridique sur le sujet et on devenait plus du tout dispensable et le sociétaire pouvait dire en contrepartie de la renonciation de mon obligation de commerçant à vous demander de pas me ramener des skis et ils sont morts ou ils sont volés, etc. Je vous prends 5 €, mais il n'avait plus besoin d'un assureur derrière. Avec la nouvelle loi, oui. Et à ce moment-là, on s'est retiré. Le directeur général et moi, on a dit, vous n'avez plus besoin de nous. D'accord. Il faut savoir perdre. Ouais. Alors, comme tu disais... Tu vois, c'est tirer une leçon. C'est même pas un échec. Ouais. C'est savoir, pas tricher. Dire, il y a une nouvelle loi, vous n'avez plus besoin de nous, on la joue autrement. Et on leur a même fait le montage de l'attestation qui remettait. D'accord. Ouais, ça c'est grand seigneur. Grand seigneur. Ouais. Et en étant grand seigneur, il y a pérennité. Alors il faut choisir. Si je résume, tu es en train de nous dire que, alors au-delà des plans de formation où on y va pas, mais ce qui te permet d'apprendre durant toute cette carrière-là, c'est l'innovation. Ah oui, c'est la création permanente, c'est la recherche. Oui, mais bien sûr.
c'est très important. C'est là où je voulais effectivement pointer du doigt, parce que je veux absolument que les auditeurs ne croient pas une seule seconde que pour moi les plans de formation ne valent pas un clou. On n'a pas dit ça. C'est pas ça. Hein. Mais moi j'y trouvais pas tout à fait mon compte, parce que on me rabâchait des trucs. C'était un peu organisé par les compagnies pour essayer de vendre aussi leurs contrats à eux et bien à eux, etc. Mais moi, ce que je trouve, c'est la beauté de vie, c'est quand même de se remettre en cause. Car on n'est pas un entrepreneur si on se remet pas en cause tout le temps. Ouais, c'est ça. On va pas tous les jours, n'exagérons pas. Mais on se met en cause suffisamment souvent, et voire même, moi j'avais une grande ouverture d'esprit sur mes collaborateurs. J'ai même regretté qu'ils m'engueulent pas assez. Ah oui. Non. Et je trouvais qu'ils disaient un peu trop que ce que je le faisais bien. Mais j'aurais aimé beaucoup de critiques. Qu'on me dise, moi, je tenterais plutôt comme ça. Moi, je penserais plutôt ça. Et puis après en parler même. Et puis en discuter. Et puis dire, voilà, moi, pourquoi je fais ça, voilà. Mais est-ce qu'ils avaient pas peur ? L'échange, moi j'ai trouvé en fait, j'ai trouvé mon échange avec mes clients. Oui. Essentiellement. Donc c'est là où m'ont beaucoup apporté, ouais. Parce qu'ils posaient des questions parfois, même s'ils étaient mal à l'aise en assurance, qui me donnaient des idées. C'est ça. Qui me permettaient de réfléchir à leurs nouveaux problèmes. Donc c'est de l'écoute active, quoi. Oui. J'écoute. Mais, Olivier, il faut avoir conscience quand même que vous avez un monde industriel qui a été à mon avis, très mal soutenu. Depuis ces 30 ou 40 dernières années, il y a eu des épreuves pour les industriels. La France n'a pas cru suffisamment en son industrie. Elle a cru que les loisirs suffiraient à tout résoudre, le tourisme. Et là, les PMI, PME ont énormément souffert. Ils ont été très fiscalisés, ils ont été très, très touchés. Ils étaient obligés de lâcher un peu en prévention, ce qui était un problème énorme pour nous. Énorme. Vous savez, les sprinklers, c'est pas une invention idiote, hein. Mais ça coûte énormément d'argent. Qu'est-ce que... Les sprinklers, c'est en gros, j'arrose le magasin 6 poules. Ce sont des petites têtes qui sont au-dessus. Quand vous vous promenez je vais pas faire de la publicité pour quelques hypermarchés lédoniens, mais vous levez les yeux au plafond, et au-delà de 3000 mètres carrés, vous avez forcément des petites têtes de sprinklers qui vont jeter l'eau si vous arrivez à une certaine température thermique. D'accord. Voilà. Et ça déclenche tout le système de sprinklage. Donc là, on perd tout. Oui, non. Normalement, on sauve tout grâce à l'eau. Mais l'eau qui sort des petites têtes c'est tout relié à un réseau d'eau et à une grande piscine, des grandes cuves qui pèsent des milliers de mètres cubes. Et ça, c'est très intelligent. C'est intelligent parce qu'on peut arrêter tout de suite le feu. Mais c'est très cher. Une PMI, PME peut pas se payer. Une PMI de 2000, 3000 mètres carrés peut pas se faire ça. Il n'y a aucun intérêt d'ailleurs sur 3000 mètres carrés. En dessous dans le grand commerce, en dessous de 3000 mètres carrés, on n'embête pas. D'accord. Ok. Voilà, mais j'en parle parce que il y a plein de choses de prévention. Quand une entreprise commence à avoir des difficultés, il sucre les extincteurs, il sucre tout ce qu'on appelle en technique. J'en perds les mots, mais bon, toutes les préventions technologiques qui sont très souvent demandées par les assureurs. Voilà. D'accord. C'est un des premiers budgets qui est touché. Ce qui est regrettable parce que ça met la PMI en danger au niveau de ses bâtiments et son matériel. Ouais, c'est ça, c'est que là on prend un risque et on joue au loto, quoi, en gros. Bien sûr, mais les surprotecteurs de compagnies d'assurance, et ça c'est un gros reproche que je fais aux inspecteurs techniques, ont une tendance à en mettre beaucoup trop. Peu, bien, efficace et contrôlé une fois par an, c'est bien mieux. D'accord. Donc, si on a un conseil à donner, c'est effectivement prévention. Il faut le surveiller. Voilà. Il faut peut-être pas être excessif, mais il faut quand même faire le minima. Et puis, il y a des préventions, au moins, mais les auditeurs n'auront pas perdu leur temps au niveau de leur PMI, PME. La première chose fondamentale, c'est de comprendre des petites choses de bon sens. Un stockage de carton, un stockage de poubelle ne peut pas être en dessous de 10 mètres.
des bâtiments. Je vais vous dire pourquoi. C'est du simple bon sens. Si des petits vandales viennent et foutent le feu à la benne, c'est que la benne qui brûle, pas beaucoup d'ailleurs, les bouts de peinture, et les cartons qui sont dedans. Si c'est contre le bâtiment, c'est tout le bâtiment qui brûle. Et ça, c'est un conseil qui est presque du bon sens, mais... Qui est du pur bon sens, qui n'est pas respecté. Qui n'est pas respecté. 9 fois sur 10. Ouais, donc pour tout... Et ça ne coûte pas 1 euro. C'est ça, pour tous les commerçants, pour tous les industriels qui stockent les cartons, voilà. Plus les PMI, PME. Ne jamais laisser des cartons à moins de 10 mètres d'un bâtiment, ou alors ils sont à l'intérieur du bâtiment, ils sont intégrés, et ça fait partie d'une zone de stockage. Revenons sur les, à titre d'exemple, les Manitou électriques. Oui. Combien de sinistres dus aux Manitou électriques en train de se charger? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais il paraît que c'est difficile de faire une petite zone où on met deux Manitou, 3 Manitou, avec 2 petits murs de béton. Vous savez, le béton pour 300 €. Oui. Vous voyez l'investissement que ça représente, hein? Avec sa fiche électrique. Eh bien ça, c'est en industrie, c'est 3 à 4 usines brûlées, en fait 4 sinistres incendies sur 10. Ah oui. 3 à 4. Ah, c'est important. Où sont ces Manitou? Ils sont au milieu des stockages, en train de se charger. C'est scandaleux. Ouais, donc si ça prend feu, tout prend feu. S'il y a un court-circuit du fait du Manitou, ça fout le feu au stockage. Dans énormément d'usines. C'est arrivé. Ouais, c'est presque du bon sens, encore une fois, mais c'est pas appliqué. 0 €. Ouais. Quelque chose près. On va pas c'est anecdotique. On va pas me faire un scandale pour un petit muret, hein, de 1,50 m de haut. Que du bon sens, la logique de l'approche. Vous savez, je me souviens d'un transporteur merveilleux qui me disait, Christian, je suis quand même ravi quand vous rentrez, à chaque fois vous me dites, les camions sont bien rangés. Mais il me dit, s'ils étaient mal rangés, ils s'accrocheraient en partant le matin. Encore une fois, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Il y a des choses qui coûtent cher en assurance, mais là, il faut, quand on sait gérer ça, on gagne beaucoup sur le montant des primes. Hein. Oui, j'imagine que... oui. Je pense que le côté buté n'est pas intéressant. Il y a un partenariat, il y a une réflexion, mais faire des choses concrètes qui collent à la réalité économique. Moi, j'ai eu de très gros problèmes à un moment donné dans un dossier où j'étais avec ça c'est aussi un bon souvenir du métier. Quand on dit avoir des bourrins en face de soi, moi j'ai connu des inspecteurs de compagnie, un directeur de compagnie qui ne voulait rien entendre, qui était au milieu d'une entreprise, qui était en train de la visiter, qui la voulait, il voulait à tout prix l'assurer, etc. Et il proposait des formules, mais anti-économiques pour la gestion quotidienne de tous les jours. C'est-à-dire que les gens auraient été obligés de sortir, rentrer dans un bâtiment, car l'art de l'assureur s'est divisé pour régner, entre guillemets, diviser pour diviser le risque. Il est bien plus intelligent d'avoir 12 000 mètres carrés en 4 fois 3 000, à 20 mètres d'écart de chaque bâtiment, mais ça devient ingérable sur le plan économique et sur le plan technique de l'usine. Car quand elle est toute communicante, on perd pas de temps. Oui. On ressort pas. Il n'y a pas de passerelle à mettre en place. Alors, donc, on avait beau leur expliquer que c'était une utopie et un rêve que tout le monde partagerait, car on peut pas avoir 4 sinistres, on n'en aurait qu'un d'un bâtiment, etc., de zone de stockage ou autre, mais quand même qu'il y a des limites à la bêtise, parce que c'est pas possible à faire. Donc, il faut que vous trouviez des solutions internes. Des heures et des heures de discussion. Pour rien, on a changé de compagnie.
Au final, Au final, ça pouvait être que ça. Le client n'a pas été écouté. Je pense que dans le partenariat, moi, ce que j'ai trouvé de merveilleux, c'est qu'à un moment donné, quand on se comprenait magnifiquement, tu penses que si je fais ça, non, on paye pas pour ça, ça pas mais on va plutôt intéresse-toi à faire venir des gens pour tel ou tel devis. Et j'ai des amis qui m'ont reconnu industriel, qu'au début je dis c'est impossible, ça va être des montants pas possibles, et qu'en fait en mettant un peu en appel d'offres, ma foi on commençait à arriver à des prix qui pouvaient se discuter au nom de la sécurité qui devenait intéressant. D'accord. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux, Christian, nous raconter ton plus bel échec ? Difficile. Ouais. Non, mais difficile parce que Olivier, on se pose beaucoup de questions sur des tas de choses, mais un jour, oui, j'ai une histoire drôle. Enfin que maintenant, je me moque de moi parce que j'ai l'âge d'Olivier, j'ai 40 ans. Je l'ai, hein. Oui, encore, bien sûr. Je les ai encore, hein. Tu es en face de moi, hein. Oui, oui. Encore. Je vais mentir, mais oui, Christian. Oui. Je suis ravi que tu aies menti. Alors, j'ai 40 ans et je crois faire le plus beau contrat que j'ai jamais fait. Ah, il est magnifique. Il est techniquement en technologie pure, il est remarquable, il est bien pensé, des clauses exceptionnelles, des extensions de garantie, hors top, marché, etc. Je suis fou de joie, je dis même les grands courtiers parisiens, ils vont se faire voir. Et je n'avais simplement oublié qu'une chose, c'est que le comptable de l'entreprise était cul et chemise avec l'assureur, et ils ont copié au maximum mon dossier, mais c'était une mauvaise copie. Et le plus beau dossier dans le rapport qualité-prix que vous avez le sentiment d'avoir fait, vous ne l'avez pas fait. Et je l'ai pas fait. Ça doit être extrêmement frustrant. Frustrant, mais ça fait grandir. Ah, au lieu de mal le prendre, je me suis dit, réfléchissons. Pourquoi, comment, et n'est-il pas client? Et j'ai compris qu'il y avait des phénomènes annexes, qui peut être l'amitié, qui peut être la confiance d'une époque, etc., qui font qu'on n'a pas envie de tenter sa carte avec quelqu'un de nouveau qu'on connaît pas encore, etc. Ça veut dire que au lieu d'aggraver l'échec, d'aggraver la non-prise avec un très beau dossier, ou de dire maintenant je vais me faire des mauvais dossiers puis on verra bien ceux qui passent pas. Au contraire, ça m'a fait grandir dans ma capacité de psychologique. C'est de dire, il y a un moment donné, il faut d'abord être fier d'avoir fait un beau travail. Ouais. Bon, il faut pas que tous les jours on perde. Oui, non, ça serait vraiment très problématique. Ça serait problématique. Mais là, on est content d'avoir fait un beau travail. Et de l'autre côté, de dire, il y a des phénomènes extérieurs auxquels je ne suis pas responsable. Et voire même, il se trouve que j'ai revu ce dossier et j'ai vu que ça avait été une très mauvaise copie du mien. Mais c'est comme ça. Ça vous rappelle que le client est roi, qu'il change ou qu'il ne changera pas de courtier, que vous avez travaillé en blanc ou pas, le lapin blanc, on riait tout à l'heure, le lapin blanc, mais que de toute façon, vous avez pris des points. Vous avez appris encore des choses. Plus vous grandissez en compétences, plus vous serez crédible. Les gens ne croient que les gens compétents. Donc, à un moment donné, il faut une reconnaissance quelque part, y compris de la profession, pour dire non, ses clients tiennent à lui, il aime ses clients, il travaille bien. Oui, c'est un expert, quoi. C'est l'expert. Alors, les grands mots de votre génération, j'adore les grands mots. Il a une expertise, il est expert. Tout le monde est expert en tout. Je crois surtout, travaillons. Oui. Travaillons. Donc l'enseignement que tu nous donnes là, c'est quand on a un échec, il faut essayer de savoir pourquoi. De comprendre.
de comprendre, d'essayer de s'en relever de toute façon, parce que celui-là on l'a pas eu, mais le prochain on va l'avoir. Si on travaille, si on regarde ce qui s'est passé, si on essaie de comprendre pourquoi le client est pas venu, et que des fois il y a des éléments extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser. On peut avoir fait le plus beau dossier de la vie. Voilà, l'élément clé, c'est la sympathie que cette personne-là peut avoir avec quelqu'un d'autre. Oui. Et on passe à côté de quelque chose. Alors, le plus beau conseil de 40 ans d'exercice, c'est de dire je suis classé comme séducteur charmeur. Ah. Oui. C'est parfaitement vrai. Je le confirme. Mais dans le charmeur, il y a aussi d'autres valeurs qui n'apparaissent pas à première vue, c'est-à-dire une droiture et une volonté de servir. Servir mon client. Je l'oublie jamais. Et là, à partir de là, le travail doit être très bien fait, commercialement vendu, de dire, regarde, c'est pas mal ce que j'ai fait. Et puis, dans l'échec qu'on a analysé tout à l'heure, qui est plus ou moins un échec, c'est surtout la réussite, c'est d'en tirer de cet échec. Moi, ce que je veux dire aux jeunes entrepreneurs, vos erreurs, il faut pas les nier. Parce que là, je vais plus loin. C'est pas un échec, c'est des erreurs. On en fait tous, oui. Etc. Il faut pas les nier, mais il faut les éviter pour l'avenir. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur à 40 ans, à 60 ans, faut pas la reproduire. Hein. À 50 ans, faut pas la reproduire 4 fois. Parce que là, il y a un problème de non-normalité. Là, il faut, à un moment donné, que chaque fois, on grandisse de quelque chose. De l'expérience. Ça s'appelle l'expérience. Et ça s'apprend, et sur soi-même surtout. Et surtout, ce que je veux leur dire. Mais vraiment, c'est pas la faute des autres. Oui. Je n'en ai jamais voulu à un client qui est pas venu chez moi. Jamais. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Il a ses raisons. Il l'a pas fait. Mais c'est pas parce que c'est un méchant, c'est pas parce que c'est comme ça. Ça n'a pas d'intérêt d'ergoter sur... Par contre, d'essayer de comprendre le pourquoi, il était très ami avec son assureur, il voulait un peu le pousser à baisser les prix, et puis vous avez rendu service, voilà. Mais c'est un classique de l'assurance, ça. Mais autrement, je ne leur en ai jamais voulu. Oui, on n'est pas là pour rendre des coups qui n'existent pas. On est juste là pour faire son job, son travail, et finalement être reconnu là-dedans, puisque si on le fait de manière honnête, franche, et que le contrat n'est pas pris, au-delà de ça, on peut pas dire il a mal fait son travail. Au contraire, c'est un expert, il a été là au bon moment. Maintenant, l'affaire c'est pas faite. Parce que je voudrais les inviter à réfléchir. Parce que ça aussi, je l'ai eu. Pendant 4 ans, j'ai eu un très grand entrepreneur qui a voulu voir ma résistance et qui m'a interrogé. Et c'est qu'à la 4e année où il m'a pris, j'ai vécu. Oui. Et à chaque fois, j'étais meilleur que les autres. Donc, et il m'a pris qu'au bout de 4 ans. Faut de l'endurance. Et il me l'a dit. Et il m'a dit... Alors, vraiment, quelle endurance. Oui. Et on ne s'est jamais quitté. Ouais, jusqu'à la vente de son entreprise. Et quand il a vendu son entreprise, il m'a apporté sur un plateau le groupe qui l'achetait. Ah oui. Ce qui est très rare. Oui. D'habitude, c'est le groupe qui arrive avec son courtier et qui démolit celui qui était dans les unités secondaires qui ont été rachetées, de X qui ont été achetées. Et moi, en fait, ces 2 unités séparées, qui étaient complètement séparées, pas du tout les mêmes propriétaires, étaient tous chez moi, et les 2 ont fait le même pipeau. Ils ont dit, vous devriez aller le voir quand même, avant de le virer. Ouais. Et avec le risk manager, on a traité 25 ans. Donc jamais baisser les bras. Alors, jamais baisser les bras. Ouais. On a peut-être parfois une chance. Faut la saisir, hein. Ça s'appelle l'opportunité. Alors, justement... Moi, j'aime le mot opportunité. Je le déteste pas du tout. C'est un très beau mot. C'est pas un vilain mot. Ouais. C'est saisir une chance. Ouais. Alors... Il y a des gens qui la saisissent pas, hein.
Ils l'ont. Pour toi, justement, effectivement, la réussite, c'est une question d'opportunité, c'est une question de chance ou c'est une question de travail, de talent? Pas que ça, oui. Non, mais il y a pas que le talent, il y a pas que l'opportunité, il y a pas que le travail. Il y a une part aussi d'un esprit. Là, j'attire nos futurs entrepreneurs individuels. Une part d'organisation de vie et de soi-même. Une posture. J'ai eu la chance d'être épaulé par une femme aimante et qui a travaillé, contrôleur de gestion, pour moi. Mais surtout, j'avais un équilibre de vie. Oui. Et quand on a un magnifique équilibre de vie, ça aide beaucoup dans le monde des affaires. Car très souvent, moi, de mon expérience personnelle de ma vie, j'ai rencontré énormément de gens qui réussissaient magnifiquement dans les affaires, mais dans la vie privée et personnelle, ou leur famille ou leurs enfants, était compliqué. Oui. Rarement les deux. Mon objectif et ma fierté, c'est d'avoir fait les deux. Alors, pas au maxi, professionnellement, parce que j'aurais pu acheter 3-4 affaires et faire ce qu'on m'a fait dans le rachat et puis après vite revendre tout le paquet, etc. Ce que j'ai vécu. Mais là, je pense que c'est intéressant de dire quand même, quand on est bien dans les deux... Ouais, quel bonheur. Quel bonheur. Ouais. Est-ce que tu... J'ai cru que ça serait le mot de la fin. Non. Quel bonheur. Non. Alors, bien sûr, ça pourrait être le mot de la fin, mais on y reviendra. Ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est justement cette passation d'entreprise. À un moment donné, tu as été racheté. Oui, tout c'est à ça. Fait. Et plutôt que racheter, je me suis vendu. Voilà. Tu t'es vendu. Je me suis vendu. Alors pourquoi, comment? Olivier, pour une raison très simple. J'ai eu quelques ennuis de santé. J'avais 61 ans. J'étais un fumeur épouvantable, 2 paquets et demi. C'est une honte. C'est pas bien. Je fume plus, mais si tardivement par rapport à 16-65. Donc c'est une grosse erreur, mais on maîtrise pas tout. J'étais sûrement un addict parce que j'étais quand même stressé, etc. Que c'était pas toujours facile. Et puis en parallèle, j'ai eu de gros problèmes de hanche et il fallait que je sois opéré. Et dans les 6 derniers mois de ma carrière, en voiture, on était obligé de s'arrêter 5 fois pour que je marche un tout petit peu. Et puis je souffrais le martyre. Et pourtant, j'avais la même passion des clients. Sinon, j'aurais été jusqu'à 70 ans. Mais j'ai fait le choix, je me suis vendu à un groupe qui lui-même, un groupe dit courtier, grand courtier moyen, et qui s'est vendu à un national. Voilà, après, en 4 ans, en moins de 4 ans. C'est des choix qui sont pas les miens, mais je ne critique pas. C'est pas les miens, c'est tout. Voilà. Mais c'est ce que j'appelle à notre jeunesse à y aller, tu vois, à y aller, à entreprendre, parce que, ma foi, quel risque ils ont? Ils peuvent se reconvertir, hein. Il y a des tas de cas de figure. On tente un schéma de vie, et puis ça marche pas. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls, hein. Ça veut dire que c'est peut-être pas tout à fait pour eux. Il y a peut-être autre chose à faire. Ouais, mais il faut y aller. C'est ça, c'est prendre son courage à 2 mains et se lancer dans l'aventure. Et pas me faire le coup de l'argent. Ah. C'est pas l'argent. Pourquoi? Les banques prêtent. Les banques prêtent, mais à hauteur d'un projet qui est logique. Ils sont pas si idiots que ça. Faut pas les faire passer comme des méchants du matin jusqu'au soir. Jamais l'argent a été aussi bas. Moi, je traitais à 10,80. Alors 10,50. Je répète, 10,50, oui. Donc, alors on me répond, il y avait l'inflation. Pas tout à fait vrai. Quand t'as acheté, donc c'était à 10,50 les taux. Bien sûr. Et surtout quand j'ai racheté l'affaire familiale, j'avais un père qui était très drôle. Il m'a dit, comme tu réussis, tu vas payer 3 fois. Ah, c'est mais sympa. C'est excellent. Quel beau cadeau. Mais c'est excellent. Mais il était très bon. Ouais. Mais il était très bon. N'exagérons pas, ça n'a pas été à ce point-là, mais c'était fort quand même. Mais j'ai pas négocié. Parce que j'étais dans l'idée d'avancer. Ça me faisait gagner un cran. Ouais. Pas 12, 1.
puis après, hop, le suivant, puis le suivant. J'avais une stratégie, mais une stratégie de profession libérale quand même. Tu vois, je suis très conscient que je parle à la fois des gens entrepreneurs, profession libérale, qui peut être n'importe quoi, un médecin, un kiné, un notaire, un avocat, ce qu'on veut. Il faut s'organiser même avec une secrétaire, avec 4, avec ce qu'on veut, 8, 10, 12. Le truc, c'est qu'aussi, on a nos petits patrons de PMI, de start-up, etc. Il faut que le projet tienne la route, il faut que ça intéresse les autres, parce que avoir une volonté délibérée de vendre quelque chose qui intéresse personne, à mon avis, tu vois, là, il y a un problème. Il y en a qui ont essayé. Là, il y a un problème. Voilà. En termes de management, oui. Parce que t'avais... Je me trouve pas très bon. Oui, pourquoi? Tu vois, dans la vie, il faut avoir un esprit critique sur soi-même. Alors, pourquoi? Je me trouve beau, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais intelligent, je suis pas sûr. Mais le management appelle un sens de la transmission du savoir et de la délégation que je sais pas tout à fait. Je me suis débrouillé un peu, mais je pense qu'il y a meilleur que moi. Et ça, c'est des qualités exceptionnelles. Je pense que la vraie réussite dépend de son entourage. C'est fondamental. De son entourage professionnel et personnel. Oui, mais ça je l'ai eu quand même quelque part. Mais si tu veux, Olivier, je veux dire, il y a des gens qui ont un sens. Moi, j'ai un vécu, un peu d'humour. J'ai un très bon copain que tu connais très bien. Je peux pas citer aussi au nom de la pub, mais il a 2 boulangeries, une à Bourg et à Lons, et c'est des boulangeries industrielles. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, j'arrive et on devait voir, parce que je suis aussi associatif. Je suis dans des associations et je ne citerai pas les noms, mais... tu peux. Hein, je peux. Bon, je suis membre du Lions depuis 35 ans. Je suis à l'association Albero. On a Albero en ce moment. Je suis dans quelques associations. Et si je pouvais être dans le patrimoine et ailleurs, je serais ravi. Culturel. J'aime beaucoup fréquenter médiathèques de Clairvaux, de Londres. Voilà. Je les salue en passant. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu arrives, tu vas pour parler d'un dossier, il dit « j'ai pas le temps, mais tu vas m'aider ». Et je me suis retrouvé à enfourner. Ah oui. Et il m'expliquait ce qu'il fallait faire. Et je faisais. C'était tellement bien expliqué que je pouvais faire. Ça, il a du talent. Un talent magnifique d'entrepreneur. Car n'oublie pas qu'il emploie je sais pas combien d'apprentis, de salariés, etc. Et que donc, c'est une passation permanente de savoir à ces gens-là. Ah ben, il est doué. Ouais. Moi, moyennement. C'est bien d'avoir ce recul-là. Esprit critique. Ouais, bien sûr. Absolu, je l'ai toujours eu. Alors comment tu recrutais? Parce que je pense que c'est un petit peu particulier de recruter dans le monde de l'assurance. Alors j'ai quelque chose de drôle à dire. J'ai pratiquement pas recruté parce que si j'ai recruté dans les 10 premières années. Parce que là vous savez de l'humour, c'est que sur les 8, plus Isabelle 9, alors pas recruté, ça fait 32 ans à côté de moi. Je les ai eu très jeunes, elles avaient 18 ou 20 ans, et je refusais de recruter dans la profession. Pourquoi? Je formais. Donc, quand même bon format. Je voulais pas qu'ils soient dénaturés. Ah. C'est un peu gonflé. Tu voulais les faire à ta main. Voilà. Je voulais à ma main. Et par contre, le plaisir que j'ai. Non pas à la botte, mais à la main. Non, pas à la botte du tout. Non, mais que ça soit clair. Ah oui, non. Mais quand on dit, c'est une expression, c'est le dire dans mon esprit, dans ma façon de travailler. Ce qui est amusant, c'est que mes successeurs ne s'en sont pas plaints. Donc, le boulot était fait. Le boulot était fait. Et je crois que pour la pérennité, alors là, mon cher Olivier, on a fait fort. Il n'y a jamais eu de départ. Ah oui? Non volontaire. Il n'y a jamais eu de licenciement.
ni économique, ni machin. Ça s'est fait naturellement. Et actuellement, sur l'once, ils sont entre 30 et 28 ans de cabinet. Et sur Louan, à peu près pareil. Voilà. Ouais, une pérennité totale depuis 10 ou 15 ans. 15 ans. Ça, c'est quand même une bonne leçon de management. Alors, la vraie leçon de management, c'est aussi qu'il faut respecter les gens, il faut les payer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont un petit souci de ce côté-là. Ouais. Tu vois, quand ils disent on trouve pas de personnel, mais oui, mais tout de même, un des métiers que j'aurais jamais voulu faire, c'est celui-là. Parce que c'est 70 heures, c'est 65 heures, je veux dire, c'est très prenant. À ce moment-là, il faut qu'il y ait le prix qui va avec. Hein. Non, mais j'ai beaucoup d'amis restaurateurs, c'est pas une attaque. Hein. Mais certains devraient comprendre que, il y a un moment donné, faut partager le gâteau. C'est ça. Dès le début de l'entretien, je t'ai dit, Olivier, je cherchais pas à faire fortune. Je cherchais à être confort. Je l'ai eu, c'est du bonheur. Alors je comprends énormément les gens qui disent, j'ai des fins de mois difficiles. Je fais pas le démago. Du tout. Je ne suis pas à leur place. Je ne m'aimais pas à leur place. Je n'ose même pas qu'ils sentent que c'est ça que je dis. Du tout. Je dis simplement que c'est dur. Et ça, je ne le voulais pas. Alors, j'ai eu la chance d'être débrouillard, d'avoir fait des études, etc., etc., pour y arriver. Et il y a des gens qui sont courageux, travailleurs, et qui n'ont pas la paye qui va au bout. Je veux dire, c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui le décide, mais je le comprends. Ce que tu veux dire par là, c'est que tu peux l'expliquer mieux que moi. On peut choisir à un moment donné de sortir de sa zone de confort pour aller chercher, se mettre entre guillemets en danger, prendre un risque entrepreneurial ou prendre un risque de changer d'entreprise ou de changer de métier, mais que finalement, ce risque-là, il paye. Tout à fait. C'est ce que je veux dire. On est les Jurassiens frontaliers avec la Suisse. Tu sais pertinemment que tu as des copains qui vont gagner 5-6 000 euros en Suisse en étant avec un BTS, avec un petit diplôme. Et puis après, ça peut monter beaucoup plus haut en fonction des grands diplômes de commerce, de trucs, etc. Moi, je crois que là, ce qu'il faut dire, c'est qu'un frontalier comme ça, il aura déjà du mal à accepter de monter sa boîte et puis de gagner 1 500 euros ou 2 000 euros pendant 4-5 ans. Moi, en démarrant comme je l'ai fait avec Isabelle, on a même connu 400 euros. Mais tout frais déduit, c'est-à-dire la voiture payée, le machin, etc. Mais bon, dans nos débuts. Ouais. Mais très vite, je suis sorti de la zone rouge en moins d'1 an, 1 an et demi. Et on était 3 fois ou 4 fois. Et puis après, boum, boum, boum. Mais je pense qu'il y a un choix de vie. Et puis, il y a le mental. Si je résume, ça veut dire que pour toi, il y a des conditions, et notamment celles qu'on peut trouver en Suisse en tant que salarié, qui peuvent freiner aussi cette volonté-là d'entrepreneuriat. Bien sûr, mais quand je citais la Suisse, tu peux le faire en France, hein, tu peux retrouver. Mais comme c'est des pays qui sont doublés ou à peu près par rapport à la France, mais en fait l'idée c'est de dire, on a 30 ans, est-ce que c'est pas l'âge où on essaie des trucs? Puis après, on se fout dans le rang. Hein. On est salarié, on est entrepreneur. Voilà. Ouais, je crois que c'est assez vrai ce que tu dis là, c'est que plus on prend l'entrepreneuriat tôt, oui, alors mieux. C'est un peu un paradoxe parce qu'on le prend tôt, donc on a moins d'expérience, on a moins de réseau, on a moins de connaissances, mais c'est là où on prend le moins de risques quand même. Oui. Parce qu'une fois qu'on a monté une famille, monté entre guillemets, mais qu'on a une famille avec des enfants, avec une maison, c'est plus difficile de sortir de sa zone de confort et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Là, il faut une bonne dose de courage pour risquer ça. Tu vois, sans parler d'échec, je l'ai vécu au moment de la vente de mon cabinet, j'avais hésité et dire, et boum, je me lance à mon fils et en avant. Compliqué, et d'abord parce que pour des raisons financières, ça valait très cher. Et puis deuxièmement, j'ai eu le temps de m'adapter à mes gros clients, ce que n'avait pas eu Romain. Et ça, je l'ai très vite perçu.
C'est-à-dire que à un moment donné de ma vie, quand on démarre tout petit, on grandit avec son cabinet. Et quand on met un cadre tout en haut du panier, il n'a pas cette expérience globale donc des clients. Ça aurait été un cadeau empoisonné. Complètement. Voilà. Et ça a été ma pensée, mais j'ai peut-être pas fait bien ou mal ou etc. Bon, il est rentré avec mes successeurs et puis après il a fait une rupture conventionnelle et puis bon, il monte sa société parallèle qui n'a rien à voir avec l'assurance. Moi, je trouve ça très bien. Alors ça bouge. Puis, moi, je suis un bougeon, alors ça bouge. Oui, bien sûr, et c'est aussi. Et pourquoi pas? Je trouve ça aussi très beau parce que finalement, il a appris avec toi. Oui. Il a vécu une autre aventure et là, il a 10 ans derrière lui. Il a passé 4 ans hors chez moi et 6 ans avec moi. Donc 10 ans d'expérience qui lui sert dans la vie. N'oublie pas le début d'entretien, métier de haute psychologie pour réussir, hein, pour être à un bon niveau, d'écoute, etc. Mais il a tout en main. Un coach, c'est quoi? Grande écoute. C'est ça. Et puis, grande capacité de synthèse. Bien sûr. Et de pouvoir aider les gens sur des petites... des petites compétences. Des tas de choses. Je suis en train de blaguer avec Romain parce que moi, il se trouve que je suis un ami de 40 ans d'un très grand coacheur du monde entrepreneurial qui avait plein de collaborateurs hein, à Grenoble, Lyon, Saint-Étienne et qui était dont la spécialité était le reclassement des cadres des entreprises sur d'autres entreprises. Suite à dépôt de bilan, suite à licenciement économique, etc. C'est passionnant. Si tu savais comment on est classé en F, E, G, mais c'est épouvantable. Sodomaniaque, tant je dis n'importe quoi, mais des classements, le sensible, l'hypersensible, mais des tas de critères. Des grilles, des choses extraordinaires, on en parle souvent, c'est amusant. Et c'est aussi un monde de coaching de cadre extraordinairement intéressant. J'essaye d'attirer Romain sur le sujet, parce que Et ça se développe beaucoup, mais oui, finalement. Mais oui, parce qu'on aura... Mais en fait, si tu veux, je t'ai dit oui à cette interview parce que je pense qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres. Moi, j'ai envie que mon expérience soit finalement la traduction de quelqu'un de simple, de beaucoup plus simple qu'on le croit. J'ai beaucoup d'amis qui pensent que je suis un peu compliqué. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que, alors, je suis pas arrogant non plus, mais j'ai pas envie d'être un faux modeste qui dit j'ai pas réussi ma vie. Si, j'ai réussi ma vie. Alors maintenant, la fin de vie. Tu sais, Olivier, à nos âges, il peut y avoir la maladie. Bon, alors, elle peut arriver avant, hein, même à 40 ans. Hein. T'es pas à la merci. Chaque journée bonne est bien prise sur la vie. Moi, je me lève le matin et puis je me dis, je suis vivant, c'est vachement bien. Et puis, je pense pas à la mort tous les jours, mais ça fait partie quand même de ma réflexion globale. Alors, qu'est-ce qui te fait lever le matin, du coup? Le plaisir de vivre. Et je crois que j'ai toujours eu une soif de vivre. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vivre. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas supporter des chefs. Pour tous les gens qui m'entendent, ils comprennent très bien ce que je vais leur dire. Et en plus, en France, on est blindé de petits chefs. Petit chef qui te dit qui va pas au fond des choses, qui ne voit pas la finalité des choses, alors que la beauté d'une entreprise, même si elle fait du plastique, elle fait n'importe quoi, elle va sur des marchés, elle vend des choses utiles, etc. Alors après encore mieux, ça pose le problème des déchets, et puis de la destruction de la planète, etc. Bon, il y a plein de questions. Donc c'est des défis aussi. J'ai l'impression que j'apprends tous les jours, quoi. Donc c'est des défis aussi pour l'entreprise de demain, c'est de évidemment, pouvoir valoriser. Je pense que j'ai envie de dire que tous les idées reçues, tu vas sourire, Olivier, ce que je vais dire. C'est plus facile de réussir aujourd'hui qu'avant.
question fondamentale. C'est quand même à Il l'inverse. ose dire ça. Oui, Il ose dire c'est ça. quand même à l'inverse de ce qu'on dit d'habitude. C'était mieux avant. Eh ben voilà. Il y a peut-être un problème de com. Oui. Il y a peut-être un problème de médias. Ah. Les médias, écoutez-moi, Olivier, et vous me direz si j'ai tort ou raison. Tous les soirs, aux 20h, on fait la liste de tout ce qui va pas. Est-ce qu'ils vous font une liste de tout ce qui va bien? Malheureusement, non. Eh ben voilà. Et alors, moi je pense que quand on a un minimum de réflexion, les métiers de la pollution, c'est des métiers nouveaux pour des tas de gens. Et où il y a des fortunes à faire. Je dis bien des fortunes. Même des montants qui n'existent pas actuellement. Alors qu'on me dise pas que on peut plus rien faire en France. Il n'y a plus d'idées, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'idées. Il va y avoir des problèmes à résoudre dans tous les domaines, de l'eau, du plastique, de la destruction du plastique, mais partout, dans tous les domaines. Donc, on peut très bien être un industriel, polytechnicien, machin, etc., qui s'est jamais occupé de pollution de sa vie, qui d'un seul coup va dire, bah, la destruction, le machin, il faut que je sois hyper moderne, que je trouve des solutions merveilleuses de trucs. Moi, j'ai été amené à détruire des archives. Oui. 6 tonnes et demie. Ouais. Eh bien, par le groupe d'Amiens, j'ai vu les méthodes et les techniques actuelles, et c'est des progrès d'il y a 30 ans qui n'existaient pas. 30, 35 ans. Et puis l'informatique aussi, destruction de bases d'informatique, etc. Donc, finalement, moi, j'ai envie de dire à nos jeunes entrepreneurs, mais tout est possible. Oui, si. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Il y a un tel champ d'innovation aujourd'hui. Il y a de l'argent aussi. Et surtout, ne faiblissez pas. Parce que, comment ça s'appelle, les gens vont vous dérouter de votre route. L'engagement et la volonté de faire se fait tout seul. Et après, il faut laisser la vie faire son chemin. Ça, je suis convaincu de ça. Et après, il y a des rencontres qui se font. Ouais. Et quand on sait les saisir, c'est superbe. Voilà. Pour toi, quelles sont les valeurs principales de l'entrepreneur? C'est quoi le... Écoute, le travail, c'est numéro un. Si on passe les loisirs avant toute chose, c'est pas possible. Le travail est aussi la privation, c'est-à-dire de dire ce week-end j'ai la chance d'avoir un marché, et j'ai pas eu le temps dans la semaine, c'est maintenant que je travaille. Mais tant pis, embrasser sa femme, dire aux enfants ciao, bye bye, faites quelque chose, parce que c'est pas la peine qu'on soit 4. Moi, je l'ai vécu ça, à être privé, c'est idiot. Partez les 3, quoi. Bon, voilà. Mais 24 heures, 48 heures, faites un tour. Ça peut être même dans le Jura. Hein. Donc, ce qui veut dire, tu es obligé d'y aller. Ouais. C'est de l'engagement. Possible, c'est un engagement. Bon, après, ensuite, c'est les joies quand même. Quand tu réussis, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu comprends? C'est une victoire que tu t'attribues. À très très haut niveau. Il faut que tu saches que mon meilleur copain de fac, c'est le bras droit de Naouri, Jean-Charles Naouri. 228 000 salariés dans le monde, 75 000 en France. C'est des salaires pas possibles, c'est ce que tu veux. Et il te dit, en te regardant dans les yeux, j'aurais mieux fait d'acheter 4 éléphants bleus. Tu rigoles? Et il dit ça pour rigoler d'ailleurs, parce que en fait, il prend son pied dans ce qu'on appelle le pouvoir. Mais il a conseillé sans arrêt, mais il n'a pas le sentiment d'avoir réalisé quelque chose complètement par lui-même. Il y a des collaborateurs, des directeurs techniques juridiques, machin, etc. Il y en a de partout. Et t'as le sentiment que c'est fait en équipe, mais c'est pas vraiment toi. T'as un sentiment un petit peu, il a 67 ans, hein, il est toujours aux affaires. Et il y a quelque chose qui permet de dire que il a le sourire quand il regarde ses copains indépendants, commissaire-priseur, Christian, et d'autres, et dit « Vous avez pris votre pied pour moi. » Il dit « Tu mens.
Tu mens parce que t'es un homme de pouvoir. Donc t'as pris ton pied dans le pouvoir. Et là, il te regarde en souriant. C'est vrai. C'est un autre monde. Oui. Dans l'entrepreneuriat, c'est la joie de réussir quelque chose par soi-même, quitte à avoir aussi des collaborateurs pour aider à ce qu'ils vous fassent réussir aussi. Mais c'est un ensemble qui fait que vous avez le sentiment d'avoir réussi quelque chose à vous. Ouais, ça, c'est une victoire en travail d'équipe. C'est une victoire personnelle. Et puis un plaisir du faire et du faire par soi-même. Moi, je pense que c'est passionnant parce qu'il faut allier toutes les qualités de commercial, de gestion dont on parlait tout à l'heure, de management, de commercial, c'est administratif, fiscal. Donc finalement, c'est énorme. C'est énorme pour le même homme. C'est finalement aussi être curieux et avoir soif d'apprendre, parce que comme tu le dis si bien là, on va avoir des domaines qu'on ne maîtrise pas. On est beaucoup plus que tu le crois. Avoir cette envie. Oui. Et chez nos jeunes, encore plus. Je pense qu'il faut faciliter le passage. C'est-à-dire, mais c'est pas l'argent. Il faut qu'ils enlèvent cette idée que c'est l'argent. Et non. C'est cette volonté délibérée de dire, je monte quelque chose à moi. Et tu l'as eu, Olivier. Oui. Tu l'as eu. Tu pourras en parler magnifiquement, mieux que moi encore. Ce sera l'objet d'un autre podcast. Ah ouais. Finalement, moi, ce que j'aime bien dire et ce que j'ai aimé dire quand j'ai monté ma boîte, c'était « je gagne ma vie ». Non pas que j'étais en train de perdre ma vie, mais que là, je sentais que j'avais une réalisation de moi et que finalement, j'étais acteur de ma propre vie, dans le sens où je construisais ma vie. Très juste. Et ça, c'était un sentiment fort. C'est très important ce que tu viens de dire et tu as raison de leur dire aux auditeurs. Je gagne ma vie. C'est-à-dire, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Je suis acteur de ma propre vie et ce sentiment, je le partage totalement. Et je pense que on est plus nombreux que tu le crois à l'aimer mais parfois on ne sait pas le transmettre. Donc, il est important de le transmettre, d'accompagner ceux qui veulent le faire. Oui, tout à fait. Et je trouve que dans ce pays, on ne sait pas utiliser les anciennes compétences. Alors là, je te rejoins à 200%. Il faut que ça soit un des thèmes de tes émissions. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Bah, tu vois, si on fait ce podcast aujourd'hui, c'est en partie pour ça. Voilà. C'est une très bonne idée parce que un homme de 70 ans est pas fini à notre époque. Mais par contre, il faut pas l'obliger à travailler. C'est tout ce que les différents pouvoirs n'ont pas compris. Faire partir les gens à 58, à 59, à 62, à 63, à 65. Moi, j'ai Isabelle, ma femme, a fait un déni de retraite. Ah oui. Ah oui, ça existe. Oui. Elle ne supportait pas l'idée d'être de toucher une rente alors qu'elle ne travaillait pas. C'était très drôle. Je dis, mais on a payé toute notre vie. Non, mais je m'en fous, moi. Faut que je travaille. Ouais, donc alors finalement... c'était comique, paradoxal et tout ce que tu veux, mais je te raconte ça comme une anecdote. Tu m'as dit quelques anecdotes, n'en voilà une. Elle est familiale, elle est personnelle. Bon, mais c'est pas méchant ce que je dis. Ah bah non, au contraire, je trouve ça chouette. Bon, c'est marrant. Et finalement, on a une capacité, c'est-à-dire on sait plus bien à qui s'adresser, tu vois, à Paul, à Jacques, etc. Mais on viendrait nous trouver pour nous demander de participer à une transmission ou à une réflexion sur telle ou telle stratégie de l'entreprise, etc., d'un jeune entrepreneur, ou de lui donner notre avis en disant, voilà, Christian, j'ai envie de monter telle chose, tel machin, etc., qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je verrais quand même, s'il est en train de proposer des choux de Bruxelles, en Bretagne, enfin des choux en Bretagne, je me dirais, il y en a peut-être déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, nos jeunes entrepreneurs, il faut qu'ils se trompent pas, parce que c'est la base même, où il est dans l'axe qui intéresse tout le monde, où ça n'intéresse personne. Pas la peine de se fatiguer dans des trucs que personne ne s'intéresse. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, participer même en plan. J'ai participé 1 ou 2 fois à des plans d'investissement pour entreprises, jeunes entrepreneurs qui avaient des idées. Bon, tu fais pas, mais c'est intéressant. Je veux dire, on a sûrement une capacité de réflexion. Oui.
Et il y a toute cette manne Action, réflexion. de retraités de haut niveau ou même enfin, haut niveau dans leur métier. Donc dont on perd l'influence. Dont on perd l'influence, oui. les connaissances. Je suis évident. Je suis tout à fait et d'accord. Les relations. Et les relations. Car un retraité qui a été passionné de son métier et un autre aussi s'épaule pour aider un jeune, pour avoir une réflexion. Mais il faut pas que le jeune attende sur un plateau les clients, les machins que les deux retraités vont amener. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une réflexion sur ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire et comment le faire. Tu sais les vraies questions, le quoi, le comment, le pour. Voilà, t'as l'habitude. J'ai quelques notions de ce genre de choses. T'as quelques notions. Christian, on a beaucoup parlé. Beaucoup. On en est à plus d'1h30 d'entretien. Pour terminer, j'aurais 2-3 petites questions rapides. Vas-y. Qu'est-ce que tu aurais comme livre à conseiller? Qu'est-ce que tu lis actuellement? Qu'est-ce qui te ferait plaisir de transmettre là? Dans les bouquins, tu disais que tu étais un lettré boulimique. Il y a 2 nouveautés actuelles qui ont quelques mois, qui sont pas très vieilles. C'est Les Victorieuses, qui est un très beau livre. Les Victorieuses, c'est un très beau livre. Je cherche mes mots et l'auteur. Bon, je l'ai pas loin. Si ça revient, je te le redonnerai. Et Colombani, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle, qui est à la suite de La Tresse. C'est ça, c'est Colombani. Excuse-moi. Colombani, donc, qui a écrit Les Victorieuses. Le thème des Victorieuses, c'est ni plus ni moins la créatrice, l'histoire de la créatrice du Secours catholique. D'accord. C'est un très beau livre. Ok. Chers auditeurs, il faut le lire. Je vais pas vous le raconter en détail, mais mari et femme, à 18 ans, ils s'épousent, ils ont pas un sou, et ils montent, ils achètent un immeuble. On se demande comment, en pleine Angleterre. Enfin, c'est à lire. C'est extraordinaire comme vie. Bon, je le mettrai dans la page du podcast. Et il y a un autre livre. Et là, c'est pour nos auditeurs de Saône-et-Loire. Ah oui. Vous avez une préfète actuellement remarquable, qui a été une spécialiste du patrimoine et qui du temps d'Hollande et qui a été nommée préfète et qui est Sciences Po Paris d'origine et qui a écrit un magnifique livre c'est Sophie Broca et qui a écrit Le baiser. L'histoire du baiser, c'est l'histoire dans le cimetière de Montparnasse d'une statue de Brocconi ou Bronzoni, un sculpteur très très connu, très haute cote, Bronzini, enfin je l'esquinte, Olivier, il faudra le trouver, mais c'est écrit dans Le baiser. Et en fait, cette statue, c'est une très jeune fille russe de 25 ans qui se suicide et qui en fait est enterrée dans le cimetière de Montparnasse. Comme elle fait partie du patrimoine, elle connaissait cette histoire qui est réelle. Puisqu'actuellement les héritiers de Bronzoni, le sculpteur romain extrêmement connu. Nos amis culture me diraient immédiatement Bronzini tout de suite. Enfin bon. Et comment s'appelle et elle vaut la modique somme de 25 millions d'euros. Oui. D'accord. Et c'est sur une stèle. Et sur cette statue, les héritiers veulent la démonter et la vendre. Et l'État français dit cimetière de Montparnasse, interdiction d'y toucher. Ça fait 15 ans que ça dure. Elle a brodé, comme on n'a aucune information sur la suicidée qui est à l'intérieur. Elle a fait un roman, notre préfète, nous annonçant que de toute façon, c'est complètement inventé. Mais que l'histoire est vraie. Qu'il y a un conflit entre l'État français et les héritiers, mais qu'elle se permet ce qu'on appelle de romancer. C'est son roman. Et c'est magnifiquement écrit et remarquable. Merci. Donc c'est les 2 nouveautés actuelles depuis les 4 derniers mois. Il y a un 3e bouquin qui est très osé. Mais les gens qui me connaissent ne sont pas surpris. Ma maison. Anne Benaker. Je retrouverai le nom. Ma maison. Eh ben, ma foi, elle a osé passer 2 ans exercer le métier de pute dans un bordel de Berlin. À lire.
Ah, c'est une jeune qui... oui, j'ai vu Olivier, passer... je l'ai à côté de moi, là, pas très loin. Je peux pas vous dire où il est, mais il est pas loin. Non, mais je retrouverai le nom de l'auteur. Voilà. Je retrouverai Mais tout cette ça. fille est exceptionnelle, elle est extrêmement intelligente. Et être capable de rentrer 2 ans et d'en sortir, faut le faire. Mais voilà. Et elle nous montre le visage... c'est un thème ancestral, hein, Maupassant avait une connaissance parfaite, Vincent Van Gogh y allait, Toulouse-Lautrec nous a dessiné toutes les péripatéticiennes de son époque, du Moulin Rouge à ailleurs. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la sensibilité et la connaissance de la femme, ça vaut le coup pour nous masculins de lire. Ok, bah écoute. On comprend des choses. On comprend des choses si on a bien la volonté, c'est comme dans tout métier, également de comprendre. Merci beaucoup pour ces bouquins. De rien, Olivier. J'ai une question encore. Alors, on est ici dans le département du Jura, en pleine nature, au bord de ce lac. Pour toi, c'est quoi le Jura ? Ah, pour moi, Jura, avec beaucoup d'humour, je vais te parler du tourisme vert. C'est fondamentalement un département rural. Fondamentalement. J'ai beaucoup de sympathie pour nos merveilleux paysans qui nous nourrissent. On l'oublie suffisamment. On l'accuse de beaucoup de maux. On aurait pu aider à les pesticides depuis 30 ou 40 ans en donnant des aides suffisantes pour faire autre chose, puisque c'est une perte de 10 à 15 ou 20% de la production. Il faut quand même en être conscient. Oui. Démunir les gens, c'est pas toujours facile. C'est nécessaire, mais il y a une transition qu'on n'a pas su faire, malgré la PAC, malgré ci, malgré ça. Et puis c'est mes lacs, c'est mes montagnes, dont je suis adoptif, hein, je suis un enfant de la Bresse. Mais le plus drôle dans les anecdotes d'ailleurs, c'est un grand patron jurassien qui m'a dit, j'avais tout 30 ans, 31 ans, et il me dit on va conclure, mais passera pour un Bressan, vous n'êtes pas trop con. Et ça m'a choqué, et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur la vieille querelle entre Jurassiens et qui remonte à la Franche-Comté et à l'annexion de la France et de la querelle des Français et des Francs-Comtois et de la Cuson, où avec beaucoup d'humour, je t'annonce en plus que j'ai tourné dans Le Médecin des pauvres. Ah, chouette. Ça, c'est une belle anecdote. Et une belle fin, c'est l'histoire de la Franche-Comté, de la gabelle. Pourquoi on payait pas la taxe ? Oui. On payait pas la taxe sur le sel. Mais surtout la beauté de ce département, et aussi, il est à la fois rural et il a été, à mes yeux, extrêmement industriel. N'oublie jamais qu'en 1900, 4000 salariés travaillaient dans la pipe. Mmh. Ils sont 20 ou 9, je sais plus. Il restait 3. Ils sont plus que 2. Et avec quelques compagnons. C'est aussi le lieu de la naissance de la plasturgie et de la Plastic Valley. C'est aussi les ancêtres de l'horlogerie, de la lunette, etc. Donc moi j'ai beaucoup fricoté dans les PME jurassiennes, hein, mais j'allais dans toute la France, mais ça me faisait pas peur, moi, le territoire français. J'ai été un peu à l'international, mais difficile. Il fallait vous monter avec des brokers anglais, je l'ai fait de Londres. Sache que j'étais le 3e numéro de téléphone, j'avais pas un rond à l'époque, hein. 3e Télécom 2000, j'en avais 30 kilos dans mon coffre de voiture. Donc les J'étais le 3e numéro. C'était du Jura. Télécom 2000, c'était les gros... non, mais des vrais téléphones de 6 watts. Ouais. Et je téléphonais comme un vrai téléphone à Londres. Dans la voiture. Oui, j'étais broker au Lloyd's de Londres et je les appelais, et ça en anglais, à une époque où j'étais pas trop mauvais. Bon, voilà. Et après, tes portables sont arrivés, des machins. Mais moi, j'ai démarré avec les fax. Oui, et même, à mon époque, fax égale nouveauté extraordinaire. Et ça coûtait super cher. Oh, je sais pas quoi, ça coûtait super cher. Mais on faisait des fax, mais dans les compagnies, on se signait des bons pour accord, on faisait des choses. C'était d'une modernité par rapport à nos prédécesseurs, qui était, une pré-avance d'Internet, hein. Ouais. Pour nous, c'était déjà un souffle nouveau. Là, j'étais dedans. Mais après, quand est arrivé les autres trucs, c'est un peu plus compliqué.
Tu vois, il n'est pas parfait. Le mot de la fin, Christian, si on remontait quelques années en arrière et que tu voyais Christian à l'âge de 18-20 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est une question piège. Piège, je veux dire où? Pas du tout méchante, hein. Pas du tout méchante. Alors la première, si j'ai de jeunes auditeurs, faites des études. Et moi, je regrette le Christian de 18 ans qui a passé son bac avec 4 points d'avance. C'est pas beaucoup. Et je ne referai pas les mêmes études, d'ailleurs, à mon avis, pas sûr. Et alors, lesquelles? J'en sais rien. Mais plus une grande école de commerce. Une prep. Ouais. Sous réserve de devoir travailler. Bien sûr. C'est-à-dire que le même Christian de 30 ans qui travaille, s'il avait 18 ans, il avait compris des choses. Bon, voilà. Je pensais plus que tu me parlerais de mon métier et comment je réorganiserais mon métier actuellement. Alors là, je comment te tu dis, le ferais? Ah là, c'est sans problème. Je regrette, j'aurais gardé l'once après 10 ans d'exercice, mais j'aurais racheté une affaire à Lyon. Oui, là c'est... C'était plus facile pour continuer un développement violent. Oui. Voilà. Mais bon, c'est des correctifs. Je regrette pas ce que j'ai fait localement, parce que si tu veux, il y a une évolution qui était la mienne, c'est tout. J'ai pas tout voulu tout tenter, mais maintenant, quand même, avec beaucoup de réflexion, je pense que oui. Ouais, tu l'aurais fait. La deuxième question qui me travaille, est-ce que j'aurais été associatif? Est-ce que j'aurais été capable d'être associé? Alors là, je clame à nos amis, soyez associatifs. Moi, je suis pas vraiment. Mais je pense que c'est une erreur. Mais c'est une erreur. Faut pas se tromper d'associé non plus. C'est ça. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, divorcer de sa femme, c'est plus facile que divorcer de son associé de travail. Ouais, c'est plus facile. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi aussi. Mais c'est dur. J'ai pas encore divorcé. Moi, oui, mais t'as pas encore divorcé. Mais c'est quand même dur. Parce que c'est très compliqué. Bah, c'est-à-dire qu'il faut... Deux notaires qui s'entendent pas, tu veux pas savoir. Oui, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et puis, il y a forcément après un lien à couper avec l'association qui est compliqué. Bien sûr. Merci Christian. Entretien riche, long, mais extrêmement plaisant. On va raccrocher le micro. Eh ben, moi, je te dis quand même, j'ai été ravi de te recevoir. Parce que non seulement tu es un garçon charmant, mais tu as du goût, puisque tu m'as choisi. c'est le mot de la fin, c'est de l'humour pur et dur, c'est pas de l'arrogance. C'est de l'humour. C'est de l'humour passera. Amitié. Merci Christian. Mais amitié à tous surtout. Merci Christian. Encore beaucoup d'années à transmettre tes connaissances, ton savoir, je l'espère. En tout cas, chers auditeurs, j'espère que l'émission qui vient de se dérouler vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux qui nous écoutent et je vous rejoins dans quelques temps pour un nouvel épisode de Esprit Startup. Merci beaucoup, à bientôt et n'oubliez pas, aimez ce podcast sur Apple, iTunes, Google Podcast. Mettez 5 étoiles s'il vous plaît, ça m'aide et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt.